Je suis allé chercher mon fils de 8 ans au camp d'été de mon cousin après 4 semaines, mais quand j'ai vu les bleus partout sur son corps, mon cousin a dit « Ne t'inquiète pas, les autres enfants jouaient juste un peu brutalement. Les garçons seront toujours des garçons. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La main de la monitrice me bloquait le passage vers le bungalow. « Madame Reeves, vous devriez peut-être attendre ici. » Mon regard a traversé sa silhouette pour se poser sur le bâtiment en bois. À travers la fenêtre, je pouvais distinguer une petite silhouette assise seule dans un coin. Mon fils. Pourquoi? Ma voix est sortie, sèche. Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir mon fils? La monitrice, une jeune femme à peine sortie de l'université, a reculé nerveusement. Monsieur et Dick, je me fiche de ce que mon cousin a dit. Je l'ai bousculé pour passer. C'est mon enfant. Si j'avais su il y a 4 semaines ce que je sais aujourd'hui, rien de tout cela ne serait arrivé. Il y a 4 semaines, je préparais mes valises pour une conférence à Seattle. Cela faisait 10 ans que j'exerçais en tant qu'avocate spécialisée dans la protection de l'enfance, avec une spécialisation en droit de l'adoption. C'était une conférence nationale de 4 semaines, une occasion incroyable de présenter mes recherches sur la réforme du système des familles d'accueil. Mais il y avait un problème. Qui allait garder mon fils de 8 ans, Ethan? J'ai consulté mon mari, Mark, mais il avait une formation obligatoire pour son travail qui coïncidait avec ma conférence pendant 3 semaines. Nous étions à court d'options. C'est alors que mon cousin David a fait une offre. « Je peux emmener Ethan à ma colonie de vacances ?» a-t-il dit au téléphone. Le timing est parfait. 4 semaines, il va passer les meilleurs moments de sa vie. David dirigeait le camp Riverside, un programme d'été pour enfants défavorisés. Il avait toujours été le préféré d'Ethan. Tonton David, celui qui racontait des histoires drôles et offrait les meilleurs cadeaux d'anniversaire. Lui qui, comme moi, avait grandi en famille d'accueil, mais sans avoir eu la même chance. David, ce serait formidable. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir. Tu es sûr? Absolument, sa voix était chaleureuse. Ethan, c'est la famille. Et puis, j'adore ce gamin. Seul un détail m'a fait légèrement hésiter. David était silencieux ces derniers temps, déclinant les dîners de famille, paraissant distant lors de notre dernière rencontre. Mais je me suis dit qu'il était simplement débordé par le camp. Merci beaucoup, David. La famille, c'est fait pour ça, a-t-il dit. J'ai cru à ces mots. Je voulais y croire. Il y a 3 semaines, j'ai passé un appel vidéo depuis Seattle. Ethan, comment ça se passe au camp? David est apparu à l'écran, souriant. Il est en pleine activité en ce moment. Je ne veux pas l'interrompre, tu sais comment sont les enfants quand ils s'amusent. Je peux juste le voir une minute? J'ai senti un petit nœud d'angoisse se former. Son visage me manque. Il est vraiment à fond dans le tir à l'arc en ce moment, le sourire de David n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je lui dis de t'appeler ce soir? L'appel n'est jamais venu. Il y a 2 semaines, j'ai réessayé. David, je peux parler à Ethan? Je n'ai pas entendu sa voix depuis des jours. Il est en randonnée avec les plus grands. Il a laissé son téléphone au bungalow. Tu sais ce que c'est avec les enfants et la nature, ils sont mieux sans écran. C'était logique. N'est-ce pas? Il y a 10 jours, j'ai envoyé plusieurs SMS. Ethan me manque. On peut prévoir un appel vidéo? La réponse de David est arrivée 6 heures plus tard. Désolé, j'ai été débordé. 3 enfants ont attrapé de l'herbe à puce. Ethan va bien, il est juste super occupé par les activités. Il appellera bientôt. L'appel n'est pas venu. Il y a 1 semaine, j'ai enfin réussi à parler à Ethan. Maman? Sa voix semblait différente. Éteinte. Plate. Salut, mon grand. Comment ça va au camp? Tu t'amuses bien? Oui. C'est tout ce qu'il a dit. D'habitude, Ethan était si bavard, comblant chaque silence avec des histoires d'insectes qu'il avait trouvées ou de jeux auxquels il avait joué. Quelle est ton activité préférée? Je ne sais pas. Sa voix était à peine un murmure. Ethan, est-ce que tu... Désolé, c'est l'heure de dîner. La voix de David a coupé court à la conversation, et l'appel s'est terminé brusquement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose n'allait pas. Mais quoi? David était de la famille. David aimait Ethan. N'est-ce pas? Aujourd'hui, la conférence s'est terminée. J'ai appelé David depuis l'aéroport. Pas de réponse. J'ai envoyé un texto, sans réponse. J'ai appelé le numéro principal du camp.
Il a sonné 15 fois avant de basculer sur la messagerie vocale. La peur s'est cristallisée dans ma poitrine, froide et aiguë. J'ai pris ma voiture de location et j'ai roulé directement vers le camp Riverside. 3 heures. Les 3 heures les plus longues de ma vie. Quand je suis arrivé, le camp semblait parfait. Des bungalows bien entretenus disposés autour d'un pavillon central. Un lac scintillant sous le soleil de l'après-midi. Des rires d'enfants au loin. Mais quelque chose clochait. Les rires sonnaient faux. Mécaniques. Je me suis garé et j'ai marché vers le bureau principal. C'est là que j'ai vu David. Mon cousin se tenait devant le pavillon, parlant au personnel. Il avait l'air plus mince, avec des cernes sombres sous les yeux. Quand il m'a vu, son expression a vacillé, la surprise, puis autre chose. De la peur? Rachel. Il s'est approché rapidement. Tu es en avance. Je pensais que tu n'arrivais que demain. J'ai fini plus tôt. Où est Ethan? Il est dans son bungalow. Mais Rachel, il faut que je te parle d'abord. Le nœud dans mon estomac s'est resserré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque incident. David a passé une main dans ses cheveux. Du harcèlement entre les enfants. Ethan a été impliqué. Impliqué comment? Il s'est fait un peu malmener. Rien de grave. Mais je voulais te préparer. Je l'ai bousculé et me suis dirigé vers les bungalows. Lequel? Rachel, attends. Je n'ai pas attendu. La monitrice a essayé de m'arrêter à la porte, mais j'étais déjà à l'intérieur. Le bungalow était sombre, la lumière du soleil filtrant à travers des fenêtres sales. Et là, dans le coin, se trouvait Ethan. Mon fils était assis sur un lit superposé du bas, les genoux ramenés contre sa poitrine. Il portait un t-shirt du camp qui flottait sur son corps amaigri, il avait perdu du poids. Ses cheveux étaient sales et lui tombaient dans les yeux. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce sont les bleus. Une marque violet foncé sur son bras gauche, en forme de doigt. Une ecchymose jaunâtre sur son tibia. Une petite coupure, recouverte d'une croûte, sur sa joue. Ethan? Il a levé les yeux. Pendant un instant, il n'a pas réagi. Puis ses yeux se sont écarquillés. Maman? J'ai traversé le bungalow en 3 enjambées et me suis agenouillé devant lui. Mon bébé, je suis là. Je suis tellement désolé. Je suis là maintenant. Le visage d'Ethan s'est décomposé, et il m'a jeté les bras autour du cou, fondant en larmes. Maman, maman, maman. Son corps était secoué par la force de ses sanglots. Je l'ai serré contre moi, mes propres larmes coulant sur mon visage. Son corps semblait si petit, si fragile. Combien de poids avait-il perdu? Je me suis légèrement reculé pour le regarder. D'autres bleus. Un cercle de marques autour de son autre poignet. Ethan, qui t'a fait ça? Les yeux de mon fils se sont écarquillés de peur. Il a secoué la tête frénétiquement. Je suis tombé. Je suis tombé. Ethan, je suis tombé. Sa voix est montée jusqu'à devenir presque un cri. Je suis maladroit. Tonton David a dit que je suis maladroit. Cette phrase. Tonton David a dit. La façon dont il l'a prononcée m'a glacé le sang. David est apparu dans l'embrasure de la porte. Derrière lui, 2 autres moniteurs. Rachel, parlons dans mon bureau. Je me suis levé, gardant Ethan derrière moi. Nous partons. Maintenant. Tu ne peux pas l'emmener comme ça. Nous avons des procédures, c'est mon fils. J'ai gardé une voix ferme. Et à moins que vous ne vouliez que j'appelle la police sur le champ, vous allez nous laisser partir. L'expression de David a changé. Juste un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de froid. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Puis il a souri. Bien sûr. Mais Rachel, tu devrais savoir qu'Ethan a passé un mauvais moment ici. Les autres enfants ont été cruels avec lui. Ce n'était pas notre faute. J'ai ramassé le sac à dos d'Ethan. On s'en va. En guidant Ethan vers la porte, j'ai remarqué quelque chose. Les autres enfants dans les bungalows voisins. À travers les fenêtres, je pouvais les voir. Ils ne jouaient pas. Ils ne riaient plus. Ils étaient assis tranquillement, de manière presque robotique. Et chacun d'entre eux paraissait maigre. Trop maigre. Viens, mon chéri. J'ai tenu la main d'Ethan et j'ai marché vers ma voiture. David nous a suivis. Rachel, tu réagis de manière excessive. Les enfants se blessent en colonie. C'est normal, normal? Je me suis retourné vivement vers lui. Il a perdu au moins 5 kilos. Il a des bleus en forme d'empreinte de main. Et il est terrifié. Il exagère. Tu sais à quel point les enfants peuvent être théâtraux.
J'ai travaillé 10 ans dans la protection de l'enfance, David. Ma voix était glaciale. Je sais reconnaître la maltraitance. Le visage de David est devenu blême, puis s'est empourpré. Tu es en train de m'accuser, je pars. Avec mon fils. Et ensuite, je vais passer quelques appels. J'ai bouclé la ceinture d'Ethan dans la voiture. Il était silencieux maintenant, le regard fixé droit devant lui. En m'éloignant, j'ai regardé dans le rétroviseur. David se tenait sur le parking, nous regardant partir. Son expression était indéchiffrable. Nous avons roulé pendant 1 heure avant que je me sente suffisamment en sécurité pour m'arrêter. Une aire de repos d'autoroute, des néons bourdonnant au-dessus de nos têtes. J'ai acheté de la nourriture pour Ethan, un sandwich, des chips, un jus. Il a mangé machinalement, sans me regarder. Ethan, dis-je doucement. J'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé. Je suis tombé. Mon chéri, je sais que tu n'es pas tombé. C'est bleu, je suis tombé. Il a frappé la table de sa main. D'autres clients se sont retournés pour nous regarder. Puis Ethan s'est remis à pleurer, des sanglots terribles et déchirants. Je l'ai serré dans mes bras, murmurant qu'il était en sécurité, que j'étais désolé, que je ne le forcerais pas à parler tout de suite. Mais à l'intérieur, la rage montait. Et autre chose. L'instinct professionnel. J'avais passé 10 ans comme avocate spécialisée dans les cas de maltraitance institutionnelle. J'avais témoigné au tribunal des dizaines de fois sur les schémas d'abus dans les foyers de groupe, les familles d'accueil, les programmes résidentiels. Je savais quoi chercher. Et Ethan présentait absolument tous les signes. Ce soir-là, nous avons pris une chambre d'hôtel. J'ai appelé Marc, qui a immédiatement réservé un vol pour rentrer. J'ai appelé notre pédiatre, le docteur Sarah Kim, et j'ai pris un rendez-vous d'urgence pour le lendemain matin. Et j'ai appelé mon ancien collègue, l'inspecteur James Rivera de la brigade de protection des mineurs. Le lendemain matin, le docteur qui m'a examiné Ethan. Elle avait la cinquantaine, avec des yeux bienveillants qui en avaient trop vu au cours de sa carrière. Mais alors qu'elle documentait les blessures d'Ethan, son expression devenait de plus en plus grave. Après l'examen, elle m'a appelé dans le couloir. Rachel. Sa voix était basse. C'était tendu. À quel poids? De multiples contusions à différents stades de guérison. Certaines sont fraîches, d'autres datent d'1 semaine, d'autres sont plus anciennes. Les bleus sur ses poignets et le haut de ses bras sont compatibles avec des actes de contention. Elle a fait une pause. Et il y a autre chose. Mes mains tremblaient. Quoi? Il est en état de malnutrition sévère. Pas seulement par manque de nourriture, bien que cela en fasse partie. C'est compatible avec un stress chronique et possiblement une restriction alimentaire comme punition. Je me suis appuyé contre le mur. Comment ai-je pu ne pas voir ça? Tu ne pouvais pas savoir, a dit le docteur Kim. Mais Rachel, la loi m'oblige à signaler, je sais. Faites un signalement. S'il vous plaît. Je veux que cela fasse l'objet d'une enquête. Le docteur Kim a hoché la tête. Il y a une dernière chose. L'état psychologique d'Ethan. Il montre des signes de traumatisme sévère. Probablement un SSPT. Il a besoin d'une thérapie immédiate. J'appellerai quelqu'un aujourd'hui. Et Rachel? Le docteur qui m'a touché mon bras. D'un point de vue professionnel, ce qui est arrivé à votre fils était systématique. Ce n'était pas du harcèlement. C'était de la maltraitance délibérée de la part de quelqu'un en position d'autorité. L'inspecteur Rivera est arrivé à notre hôtel cet après-midi-là. C'était un homme dans la quarantaine, bâti comme un boxeur, avec des yeux fatigués. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs affaires des années auparavant. Rachel. Il m'a brièvement étreinte. Je suis désolé. Merci d'être venu. Nous nous sommes assis dans le petit coin salon de la chambre d'hôtel. Ethan dormait dans la chambre, enfin, après que Marc soit arrivé et l'ait tenu dans ses bras pendant 1 heure. Raconte-moi tout, a dit Rivera. Je l'ai fait. Les 4 semaines. Les appels évités. Les bleus. L'explication de David sur le harcèlement. Quand j'ai eu fini, Rivera prenait des notes. Et tu as dit que tu travaillais dans la protection de l'enfance? Pendant 10 ans. Principalement des cas de maltraitance institutionnelle. Alors tu sais à quoi ça ressemble? Je sais. J'ai pris une profonde inspiration. Mais Jim, il y a autre chose. En quittant le camp, j'ai vu d'autres enfants. Et ils avaient tous l'air bizarre. Trop maigres. Trop calmes. Rivera a levé les yeux brusquement. Combien d'enfants? Peut-être 15? 20? Je ne sais pas exactement.
Il va me falloir un mandat pour inspecter l'établissement. Mais Rachel, je veux que tu comprennes quelque chose. Ton cousin dira probablement que c'était la faute des autres enfants. Qu'il a essayé d'arrêter ça. Qu'il est aussi une victime. Je sais. Je le savais. Je l'avais entendu 100 fois. Mais Jim, David a été élevé en famille d'accueil. Comme moi. Il sait à quoi ressemble la maltraitance. S'il dirige un camp où des enfants sont blessés, alors soit il est coupable de négligence criminelle, soit il est activement impliqué. Rivera s'est levé. Je lance la procédure. En attendant, ne contacte pas David. Ne retourne pas à ce camp. Laisse-nous nous en occuper. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Cette nuit-là, après que Mark et Ethan se soient endormis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé par les réseaux sociaux. La page du camp Riverside était pleine de photos souriantes. Des enfants heureux participant à des activités. David posant avec des enfants, le bras autour de leurs épaules. Tout souriait. Mais en y regardant de plus près, quelque chose clochait. Les photos dataient toutes de la première semaine du camp. Début juin. Il n'y avait pas de photos récentes. Le dernier message datait de 3 semaines. J'ai cherché des avis. Il n'y en avait qu'une poignée. La plupart étaient élogieux. Mon fils a adoré le camp Riverside. Monsieur est merveilleux avec les enfants. Mais il y avait un avis, publié il y a 2 semaines et rapidement supprimé. Je l'ai retrouvé dans une version en cache. J'ai essayé de retirer ma fille plus tôt. Ils ne m'ont pas laissé faire. Elle est rentrée avec 7 kilos en moins et ne veut pas parler de ce qui s'est passé. Quelque chose de très grave se passe dans ce camp. L'avis était anonyme. Mais il confirmait mes pires craintes. Ce n'était pas un incident isolé. C'était un schéma. J'ai creusé davantage. Le camp Riverside fonctionnait depuis 5 ans. David l'avait lancé juste après avoir obtenu son diplôme en éducation de plein air. Le camp s'adressait principalement à des familles à faible revenu, grâce à des bourses et des subventions. Le montage parfait. Des enfants vulnérables. Des parents qui ne pouvaient pas se permettre d'autres options. Une surveillance limitée. J'ai trouvé les registres financiers, ils étaient publics car le camp était enregistré comme une organisation à but non lucratif. Les chiffres n'avaient aucun sens. Les revenus étaient bien plus élevés que les dépenses. Où allait l'argent? Pas dans la nourriture. Pas dans le personnel, les moniteurs étaient tous des bénévoles ou très peu payés. Pas dans les installations, les bungalows semblaient délabrés sur des images satellites récentes. J'ai croisé l'adresse enregistrée du camp avec les registres de propriété. David possédait le terrain personnellement, pas par l'intermédiaire de l'association. Il se versait un loyer. Un loyer très élevé. Ce n'était pas seulement de la maltraitance. C'était de l'exploitation financière. David prenait l'argent des subventions destinées aux enfants défavorisés et l'empochait, tout en fournissant des soins minimaux. Et quand les enfants souffraient, il les blâmait. Il accusait le harcèlement. Les accidents naturels. J'ai pensé à appeler Rivera. Mais il me fallait plus. Il me fallait des preuves. Le lendemain matin, j'ai appelé le camp. Pas le numéro de David. Le bureau principal. Une jeune femme a répondu. Camp Riverside, comment puis-je vous aider? Bonjour, ici Sarah Mitchell de la commission d'agrément de l'État. J'ai utilisé ma voix professionnelle. Nous menons une inspection de routine. J'ai besoin de confirmer votre effectif actuel. Oh! Je devrais probablement vous passer monsieur, ce n'est pas nécessaire. J'ai juste besoin du nombre. Nous avons, laissez-moi vérifier, 18 enfants actuellement. 18. Plus que ce que j'avais vu. Et votre ratio personnel enfant? Monsieur et 3 moniteurs. Cela faisait un ratio de près de 1 pour 5. Pour un camp résidentiel. C'était bien au-dessus de la limite légale. Merci. Nous vous contacterons au sujet de la date de l'inspection. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Rivera. Jim, il faut que tu obtiennes ce mandat maintenant. Il y a 18 enfants dans ce camp avec seulement 4 membres du personnel. C'est un manquement grave à l'obligation de surveillance. J'y travaille. Le juge veut plus de preuves, j'ai des preuves. Le camp Riverside est enregistré comme une association à but non lucratif, mais David en profite personnellement. Les registres financiers montrent d'énormes écarts de revenus. Et je viens de confirmer qu'ils opèrent au-dessus du ratio légal. Rivera est resté silencieux un moment. Envoie-moi tout ce que tu as. Je vais insister auprès du juge. Je lui ai envoyé les documents. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. J'ai appelé David.
Il a répondu à la première sonnerie. Rachel. Sa voix était froide. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Tu as causé assez de dégâts avec tes accusations. David, je sais. Tu sais quoi? Je sais pour les finances. L'argent que tu prends. Les ratios de surveillance. Le schéma des blessures. Silence. J'essaie d'aider des enfants, Rachel. Comme on nous a aidés, on a été aidés par des gens qui se souciaient de nous. Toi, tu les exploites. Tu ne comprends pas. Sa voix s'est brisée. Tu n'as jamais compris. Toi, tu as été adopté. Tu as eu la famille parfaite. Qu'est-ce que j'ai, moi? 8 familles d'accueil différentes. Personne ne voulait de moi pour de bon. Personne ne m'a choisi. David, tu n'as aucune idée de ce que ça fait. De te voir tout obtenir. La famille. L'éducation. La carrière. Même ton nom a changé. Tu es devenu une Reeves. Je suis resté un Hay. Personne ne m'a assez voulu pour que ce soit permanent. Mon cœur s'est fendu. David, je suis désolé que tu aies traversé ça. Mais ça n'excuse pas, excusez? Il a ri amèrement. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai besoin de justice. Tous ces enfants dans mon camp, ils sont comme moi j'étais. Indésirables. Négligés. Leurs parents les déposent et les oublient. Comme on m'a oublié. Alors tu les maltraites? Je leur apprends la réalité. Je leur apprends que personne ne viendra les sauver. Qu'ils doivent être durs. Le monde ne dorlote pas les enfants abîmés. J'ai senti un froid glacial m'envahir. Tu leur fais du mal, David. Je les prépare. Comme j'ai été préparé. Et Ethan? Sa voix a baissé. Ethan devait apprendre, lui aussi. Ton petit-fils parfait, avec sa vie parfaite. Il devait comprendre ce que des enfants comme moi ont enduré. Tu as ciblé mon fils spécifiquement. Bien sûr que je l'ai fait. Il semblait presque fier. Quand tu m'as demandé de le prendre, j'ai vu une opportunité. Tu as tout eu, Rachel. La famille. L'enfance heureuse. Le succès. Pourquoi ton fils aurait-il la vie facile, lui aussi? J'enregistrais cet appel. J'ai appuyé sur le bouton pour le sauvegarder. David, tu as besoin d'aide. Je n'ai besoin de rien de ta part. Tu sais ce qui est drôle? J'ai tenu des registres. Chaque enfant qui est passé par mon camp. Chaque séance de discipline. Chaque leçon. J'ai tout documenté. Parce que je voulais me souvenir de leur visage quand ils réalisaient que personne ne viendrait pour eux. Où sont ces registres? En lieu sûr. Et si tu envoies la police, ils ne les trouveront jamais. La souffrance de ces enfants n'aura servi à rien. La police est déjà en train d'obtenir un mandat. Bonne chance avec ça. Il a raccroché. J'ai immédiatement appelé Rivera et je lui ai fait écouter l'enregistrement. C'est un aveu, a dit Rivera. Mais il a parlé de registres. Des registres cachés. Rachel, si nous agissons trop vite, il pourrait les détruire. Que suggères-tu? Peux-tu retourner dans ce camp? Volontairement? S'il pense que tu viens pour négocier, il ne s'attendra peut-être pas à ce que tu fouilles. Jim, c'est dangereux, j'aurai des agents à proximité. Mais Rachel, tu connais ce camp. Tu sais comment ces endroits cachent les preuves. Nous avons besoin de ces registres pour le poursuivre en justice avec toutes les charges. J'ai pensé aux 18 enfants encore dans ce camp. À Ethan, traumatisé dans la pièce d'axe en grave côté. À tous les enfants que David avait blessés pendant 5 ans. Je le ferai. 2 heures plus tard, je retournais en voiture au camp Riverside. Rivera et 2 agents étaient dans une voiture banalisée à 1 kilomètre derrière. J'avais envoyé un texto à David, il faut qu'on se parle en personne. Pour le bien de la famille. Il avait répondu, viens seul. Le camp semblait différent dans la lumière de fin d'après-midi. Sinistre. La peinture joyeuse sur les bungalows semblait cacher quelque chose de sombre. David attendait sur le parking. Il avait une mine affreuse. Mal rasé, les yeux injectés de sang. Rachel. David. Je suis sorti de la voiture. On peut parler dans ton bureau? Il m'a étudié. Tu es seul? Oui. Je portais un micro. Rivera écoutait. D'accord. Nous avons marché jusqu'au pavillon principal. À l'intérieur, c'était plus en désordre que ce à quoi je m'attendais. Des papiers éparpillés sur le bureau. Des tasses de café moisies. Les stores étaient baissés. Tu voulais parler? David s'est assis derrière son bureau. Alors parle. Je veux comprendre. Je me suis assise en face de lui. Aide-moi à comprendre pourquoi. Pourquoi? Il a ri.
Tu ne piges vraiment rien. On a eu le même départ, Rachel. Famille d'accueil. Personne ne voulait de nous. Mais toi, tu as été sauvée. Une famille riche a décidé que tu valais la peine d'être adopté. Et moi? J'ai quitté le système à 18 ans avec rien. David, ce n'était pas ma faute, je sais. Il a frappé son poing sur le bureau. Je sais que ce n'était pas ta faute. Mais ce n'était pas juste non plus. Tu as eu une thérapie. Une éducation. Du soutien. Moi, j'ai eu un ticket de bus et 5 cents $. Je suis désolé ne change rien. Et quand je t'ai vu construire cette vie parfaite, avocate, mari, fils, j'ai réalisé quelque chose. Ton privilège était basé sur la chance. De la pure chance. Et Ethan? Il n'a pas mérité sa belle vie. Il est juste né dedans. Alors tu as voulu la lui enlever? Je voulais qu'il comprenne. Qu'il apprécie ce qu'il avait. Mais aussi, l'expression de David a changé. Je voulais que tu ressentes ce que j'ai ressenti. La puissance. La trahison. Faire confiance à quelqu'un et réaliser qu'il s'en fiche complètement. Je ne m'en fiche pas. Tu ne m'as pas appelé pendant 2 ans avant ça, Rachel. 2 ans. Jusqu'à ce que tu aies besoin de quelque chose. Ça m'a touché. Parce que c'était vrai. J'avais été si occupé par ma vie, ma carrière, ma famille. Tu as raison, dis-je doucement. J'aurais dû être une meilleure cousine pour toi. Mais David, faire du mal aux enfants n'est pas la solution. Ces enfants apprennent la résilience. Je les nourris assez pour survivre. Je les discipline quand ils se plaignent. Je leur apprends qu'on ne peut pas faire confiance aux adultes. Parce que c'est la réalité pour des enfants comme nous. Ça n'a pas à l'être. Ça l'a été pour moi. Il s'est levé et s'est dirigé vers un classeur. Tu veux voir? Je vais te montrer. Il a sorti un épais classeur. 5 ans. 237 enfants. Chacun d'eux documentés. Il l'a ouvert. Page après page de photos. Des enfants à leur arrivée pleins d'espoir, souriants. Des enfants à leur départ les yeux vides, maigres. Et des notes de l'écriture de David. Le sujet a montré une défiance continue. Mise en place d'une restriction alimentaire. Le sujet s'est plaint des conditions de couchage. Mise en place d'un protocole d'isolement. Le sujet a tenté d'appeler un parent. Confiscation du téléphone et mise en place d'un exercice d'humilité. J'ai eu la nausée. Ce n'était pas de la discipline. C'était de la torture systématique. David, ce sont des preuves d'abus criminels. Ce sont des preuves de préparation. Ces enfants survivront à tout maintenant. Ils sont traumatisés. Ils sont préparés. Il m'a regardé. Et tu ne peux pas arrêter ça. Même si tu prends ce classeur, j'ai des copies. Même si tu fermes ce camp, j'en ouvrirai un autre. Ces enfants sont oubliés. Personne ne prend de leurs nouvelles. Personne ne s'en soucie. Moi, je m'en soucie. Une voix est venue de l'embrasure de la porte. Nous nous sommes retournés tous les deux. Rivera se tenait là, 2 agents derrière lui. David, vous êtes en état d'arrestation. Le visage de David est devenu blanc. Tu les as amenés? Il m'a regardé. Tu portais un micro? J'ai hoché la tête. Je suis désolé, David. Mais il faut que ça cesse. Les agents se sont avancés. David n'a pas résisté. Il s'est contenté de me fixer. La famille, dit-il amèrement. Tu les as choisis, eux, plutôt que moi. J'ai choisi ces enfants plutôt que toi, ai-je corrigé. Parce que c'est ça, la vraie signification de la famille. Protéger les plus vulnérables. Ils l'ont emmené. Rivera a ramassé le classeur. C'est tout ce dont nous avons besoin. Les autres enfants? Nous les évacuons maintenant. Les services sociaux sont sur place. Je suis sorti. Sur le parking, 18 enfants étaient en train d'être embarqués dans des fourgonnettes. Des monitrices pleuraient, elles n'avaient probablement pas conscience de toute l'étendue de la situation. Et les enfants, ils avaient l'air effrayés. Confus. Mais certains d'entre eux semblaient aussi soulagés. Une petite fille, d'environ 6 ans, m'a vu et a demandé « Vous nous emmenez dans un endroit sûr ?» Je me suis agenouillé. Oui. Un endroit très sûr. Promis? J'ai pensé à Ethan. À tous les enfants que David avait blessés. Je te le promets. 3 mois plus tard, David a plaidé coupable de 18 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants, de fraude et d'autres charges. Les preuves étaient accablantes, le classeur, les enregistrements, les témoignages des enfants et du personnel. Il a été condamné à 25 ans de prison. Au tribunal, il m'a regardé une dernière fois.
Je suis désolé de ne pas être assez, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était plus à son sujet. C'était au sujet des enfants. Ethan suivait une thérapie 3 fois par semaine. Il faisait encore des cauchemars. Il avait perdu confiance dans les adultes. Mais lentement, très lentement, il guérissait. Sa thérapeute, le docteur Michelle Patel, était patiente et bienveillante. Elle m'a dit que cela prendrait des années. Mais les enfants étaient résilients. Un soir, après une séance de thérapie particulièrement difficile, Ethan m'a demandé « Maman, pourquoi tonton David nous a fait du mal ?» J'ai réfléchi attentivement. Tonton David a été blessé quand il était jeune. Et au lieu de guérir, il a décidé de blesser les autres. Ce n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas. Je ne veux pas être comme ça. Je l'ai serré dans mes bras. Tu ne le seras pas. Parce que tu choisis de guérir. Tu choisis d'être gentil. C'est vraiment un choix? Oui, mon chéri. Chaque jour, nous choisissons qui nous voulons être. 6 mois plus tard, j'ai fait un autre choix. J'ai démissionné de mon cabinet d'avocat. À la place, j'ai créé une association à but non lucratif axée sur la surveillance des colonies de vacances et des programmes résidentiels pour enfants vulnérables. Nous l'avons appelée Safe Haven Watch. Marc a soutenu ma décision. Ces enfants ont besoin de toi, a-t-il dit. Lors de notre première inspection, nous avons trouvé un camp avec des problèmes de surveillance. Rien de comparable au camp de David, mais des problèmes quand même. J'ai rédigé un rapport. Fait des recommandations. Assurer un suivi. Parce que c'est ce que fait la vraie famille. Nous protégeons. Nous ne blessons pas. 1 an après l'arrestation de David, j'ai reçu une lettre de lui depuis la prison. J'ai failli la jeter sans la lire. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Rachel, disait-elle. Je suis en thérapie. Ordonnée par le tribunal. Mon thérapeute m'a demandé d'écrire ceci. Pas pour excuser ce que j'ai fait. Mais pour expliquer. J'avais 7 ans quand je suis entré en famille d'accueil. Pendant 11 ans, j'ai attendu que quelqu'un me choisisse. Qu'on me dise que je valais la peine d'être gardé. Ce n'est jamais arrivé. Quand tu as été adopté, j'étais heureux pour toi. Mais j'étais aussi dévasté. Parce que si tu valais la peine d'être adopté, pourquoi pas moi? Cette question m'a détruit. Lentement. Je n'ai même pas réalisé que ça se produisait. Au moment où j'ai lancé le camp, je m'étais convaincu que j'aidais les enfants. Que je leur apprenais à être forts. Mais en réalité, je les punissais d'avoir ce que je n'ai jamais eu, une chance. Je te punissais, à travers Ethan, d'avoir été choisi alors que moi non. Je ne demande pas le pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que ça n'a jamais été à propos de toi. C'était à propos de moi. De mes blessures. De mon choix. Tu avais raison au tribunal. C'est un choix. Et j'ai fait le mauvais. Chaque jour. Pendant 5 ans. Je suis désolé. David. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour j'y répondrai. Peut-être pas. Mais pour l'instant, j'avais du travail. Il y avait 18 enfants du camp de David qui avaient besoin d'un soutien continu. Il y avait des centaines d'autres camps qui nécessitaient une surveillance. Il y avait des milliers d'enfants vulnérables qui avaient besoin de protection. Et j'avais choisi d'être celle qui les protégeait. Ce soir-là, j'ai mis Ethan au lit. Il lisait une bande dessinée, montrant enfin de nouveau de l'intérêt pour les choses. Maman? Oui, mon grand? Je pensais à ce que le docteur Patel a dit. Sur les choix. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Elle a dit que les gens qui font du mal aux autres font un choix. Et les gens qui aident les autres font un choix aussi. C'est exact. Tu as choisi d'aider ces enfants du camp. Même si tonton David était de la famille. C'est vrai. C'était le bon choix. Je lui ai embrassé le front. Merci, mon chéri. Maman? Il m'a regardé avec ses yeux sérieux d'enfant de 8 ans. Est-ce que je devrais choisir un jour? Genre, si quelqu'un que j'aime fait quelque chose de mal? Peut-être. Probablement. La vie nous impose des choix difficiles. Que devrais-je faire? J'ai pensé à David. Aux enfants. À ce que la famille signifiait vraiment. Choisis ce qui est juste, ai-je dit. Même quand c'est difficile. Même quand ça fait mal. Choisis la protection plutôt que la loyauté. Choisis la guérison plutôt que la vengeance. Choisis d'être la personne qui rend les choses meilleures. J'essaierai. C'est tout ce que chacun de nous peut faire. J'ai éteint la lumière. Dans l'obscurité, Ethan a dit doucement, « Maman, je suis content que tu m'aies choisi. » Chaque jour. J'ai senti des larmes sur mes joues.
Je te choisirai toujours, mon bébé. Chaque jour. Parce que c'est ça, la famille. Pas le sang. Pas l'obligation. Mais le choix. Le choix d'aimer. De protéger. D'être présent. Même quand, et surtout quand, c'est difficile. David n'a jamais eu quelqu'un qui fasse ce choix pour lui. Et ça l'a brisé. Mais je m'assurerai qu'Ethan sache, chaque jour, qu'il était choisi. Qu'il valait la peine d'être protégé. Qu'il comptait. Et à travers mon travail, je m'assurerai que des centaines d'autres enfants le sachent aussi. C'était mon choix. Et je le referai. Chaque jour.